Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer un monde fascinant et disparu, celui des sites du Bas Dniepr. On parle d'une période qui va, en gros, du 7e au 4e siècle avant notre ère. Oui, et notre porte d'entrée dans ce monde, ce sont des objets d'art absolument exceptionnels. On les a retrouvés dans leur tombe, sous ces grands tertres funéraires qu'on appelle des kurganes. Tout à fait. Et on va s'appuyer sur une recherche assez récente qui, justement, analyse ces images pour essayer de comprendre comment vivait cette société, comment elle a évolué et comment elle interagissait avec ses voisins. C'est vraiment une immersion dans leur culture à travers ce qu'ils ont laissé de plus parlant, leur art. Alors, pour commencer, qui sont ces sites? Rapidement. Alors, au sens strict, ce sont les peuples nomades des steppes, au nord de la mer Noire, que les auteurs grecs anciens ont décrits. Mais le terme site peut aussi désigner plus largement tout un ensemble de cultures qui se ressemblent, des cultures sitoïdes qui s'étendaient sur les steppes eurasiennes. D'accord. Et on les reconnaît comment, archéologiquement? Souvent par ce qu'on appelle la triade site. C'est un ensemble de trois éléments caractéristiques, un armement spécifique avec l'épée courte, la quinakès, l'arc composite, un harnachement de cheval très particulier, et puis surtout cet art au motif animalier très stylisé, le fameux style animalier site. Et c'est cet art, cette imagerie qui va nous intéresser aujourd'hui? Exactement. Et il faut quand même dire que pendant très longtemps, l'étude de cet art s'était focalisée presque uniquement sur ce style animalier. C'était la star, si l'on veut. Ah oui. Et les images d'humains alors? Eh bien, les représentations humaines, on avait tendance à les voir un peu comme des éléments étrangers, des importations, surtout grecques. Du coup, ça a peut-être un peu occulté une vision plus globale de tout leur système d'image. On aurait donc manqué une partie du tableau en se concentrant trop sur les bêtes? Disons qu'on a peut-être privilégié une facette, oui. L'intérêt pour le style animalier reste énorme, bien sûr. Il y a des études très pointues sur les motifs, les variantes locales, ce que ça pouvait signifier. Mhm. Certains chercheurs, comme Raïevski par exemple, ont même essayé de reconstruire toute l'idéologie site. Ils reliaient cet art au grand mythe d'origine indo-iranien en cédant des textes anciens, des comparaisons mythologiques. L'idée, c'était que chaque image devait raconter un mythe fondateur ou un rituel clé? Ils ont aussi tenté de décrypter ce langage symbolique. Bessonova, par exemple, a reconstitué leur panthéon, 7 dieux principaux, mais sans représentation animale directe. Elle voyait dans le style animalier des symboles de ces dieux ou de forces naturelles. Oui. Et Perevochkilova a proposé une vision du monde en 3 niveaux, reflétée dans l'art. Les oiseaux pour le monde d'en haut, les ongulés, cerfs, chevaux, pour le monde du milieu, celui des humains, et les prédateurs pour le monde d'en bas, avec le sanglier peut-être comme médiateur. Un vrai système de symboles, quoi. D'où l'importance, comme le souligne la recherche actuelle, d'adopter une approche vraiment complète. Il faut regarder tout, animaux et humains, ensemble pour saisir la complexité des messages. C'est exactement ça. L'étude sur laquelle on se base a pris en compte 501 objets de prestige. Ce sont des armes, des bijoux, de la vaisselle, des éléments de harnachement, tous issus de sépultures bien publiées et précisément datées du Bas Dniepr. Et on a écarté ce qui était purement décoratif sans figure. Voilà, pour pouvoir analyser l'iconographie elle-même. Et poursuivre l'évolution, tout ça est classé en 4 grandes périodes. L'analyse fait aussi une distinction intéressante entre les motifs, un seul personnage, animal ou humain, les sujets, là c'est une action, il faut au moins 2 personnages, et même les fables, des séquences d'images qui racontent une petite histoire. L'idée derrière, c'est que la complexité de l'iconographie pourrait refléter une complexité croissante de la société elle-même. Bon, alors, remontons le temps. Prête? Allons-y. Première période. La City archaïque. On est au 8e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Et là, on a beaucoup de choses. Non, très peu en fait. 8 objets seulement, venant de 8 sites assez dispersés. L'imagerie qu'on trouve, elle reflète clairement une culture d'élite, très masculine, très guerrière. Ce sont surtout des armes décorées, du harnachement et ces fameuses stèles anthropomorphes, ces statues stylisées de guerriers. Et les motifs typiques de cette époque? Alors on a des grands classiques du début, le prédateur enroulé sur lui-même, seul ou dans une composition, la tête de rapace, très stylisée. Et puis un motif assez curieux, typique de cette période uniquement, la tête de griffon bélier. Griffon bélier, c'est-à-dire, imaginez une tête de rapace, un peu comme un aigle, mais avec une sorte de volute à l'arrière du cou, qui fait penser à une corne de bélier enroulée. C'est très particulier. Et bien sûr, il y a la figure du guerrier debout sur les stèles. D'accord. Passons à la suite. La période de transition vers la City classique, fin 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Oh, là, ça bouge, hein. Déjà, on a beaucoup plus d'objets, 70 trouvés sur 30 sites, une nette augmentation. Certains pensent que c'est peut-être lié à l'arrivée de nouveaux groupes nomades venus de l'Est. Mhm. On observe aussi une sorte de distinction, peut-être une spécialisation, des sites où l'imagerie est purement animale et d'autres où les figures humaines apparaissent, souvent d'ailleurs sur des stèles, un peu à l'écart. Et les objets eux-mêmes, ça change aussi. On dépasse la triade guerrière. Oui, clairement. La triade est toujours là, bien sûr, armes, harnachement, mais elle n'est plus toute seule. On commence à trouver de la vaisselle de luxe, des coupes en bois recouvertes de feuilles d'or par exemple, des bijoux aussi, des torques, ces colliers rigides qui se terminent par des têtes de lion, on appelle ça des protomées, Ah oui? ou encore des petites plaques en or estampées qu'on cousait sur les vêtements.
On a même trouvé des objets de toilette, comme des coffrets avec des incrustations en ivoire, et même un sarcophage décoré. La panoplie de l'élite s'élargit nettement. Et logiquement, sur ces nouveaux objets, on voit de nouvelles images. Oui, le répertoire iconographique s'enrichit considérablement. Certains motifs anciens persistent, comme le prédateur enroulé, mais on voit apparaître plein de nouveaux animaux. Le sanglier, le lièvre, le poisson, la chouette. D'accord. Et puis surtout, on voit arriver des êtres hybrides, des créatures fantastiques comme le griffon, mi-aigle, mi-lion, le sphinx, la sirène, souvent d'inspiration grecque ou proche-orientale. Et des humains. Oui, des figures anthropomorphes font leur apparition. On trouve des représentations d'Éros, le dieu de l'amour grec, ou d'Héraclès. Et il y a même des sujets un peu plus complexes, des petites scènes. Une patte de prédateur qui agrippe quelque chose sur une plaque de bride, ou une scène unique, assez frappante, d'un félin tacheté qui dévore une tête humaine. Oula. Ça devient plus varié, plus complexe, et on sent déjà les influences extérieures, non? Tout à fait, on sent une ouverture. Et ça s'accentue à la période suivante, le fameux 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est considéré comme l'apogée, c'est ça? Oui, la première moitié du IVe siècle, c'est vraiment l'âge d'or de la culture site classique dans cette région. On a presque 200 objets répertoriés venant de 37 sites. Et il y a une forte concentration de Kourgone sur la rive gauche du Dniepr, dans la zone qui est aujourd'hui sous le réservoir de Kakhovka. C'est aussi une période où les relations avec les cités grecques de la mer Noire semblent stables, intenses et plutôt pacifiques. Et ça se reflète dans les objets trouvés. Ah oui, absolument. On voit même apparaître une nouvelle catégorie d'objets, des décorations pour les chars funéraires. Ça montre une élite extrêmement riche, capable de s'offrir des funérailles très ostentatoires. Impressionnant. Et sinon, les bijoux, la vaisselle? Il reste très présent et se diversifie encore. La vaisselle, par exemple, n'est plus seulement en métal précieux ou en bois plaqué. On trouve aussi de la céramique fine importée, du bronze, de l'argent. Mais c'est surtout du côté des images qu'il y a des nouveautés marquantes. Ah, ah. Quelles sont ces nouvelles figures? On voit apparaître de nouvelles figures anthropomorphes, humaines ou divines. Par exemple, une déesse avec des jambes qui se terminent en serpent, une autre déesse assise sur un trône. Héraclès devient une figure encore plus fréquente. Et on trouve aussi des personnages du cortège de Dionysos, des satyres, le dieu Pan. Et c'est là qu'arrive ce motif très connu, la tête de Méduse, la gorgone, le gorgonéon. Exactement. Le gorgonillon devient assez populaire à cette période. On le trouve surtout sur des plaquettes appliquées en or à coudre et aussi sur des phalaires. Ce sont ces disques métalliques ronds qui ornaient les harnais des chevaux au croisement des lanières. C'est incroyable. Un symbole typiquement grec, à l'origine destiné à faire peur, à protéger. On le mettait sur les boucliers, sur les temples. Et les Scythes, eux, ils le mettent sur leur parure funéraire et sur l'équipement de leurs chevaux. C'est tout à fait ça. Ils l'adoptent et ils l'intègrent dans leur propre système. La fonction de protection, apotropaïque, comme on dit, semble conservée, mais elle est transposée dans un contexte bien scythe. La protection du défunt dans l'au-delà, et peut-être aussi l'affirmation du prestige et de la puissance du guerrier et de sa monture, même dans la mort. C'est un exemple parfait de cette traduction culturelle dont vous parliez. Oui, c'est une excellente illustration de la façon dont ils pouvaient s'approprier des symboles étrangers et leur donner un sens nouveau, un sens qui leur parle. Fascinant. Bon, après cet apogée de la première moitié du IVe siècle, que se passe-t-il? La seconde moitié, c'est le déclin. C'est une phase finale, oui. On a un peu moins de sites répertoriés, 23, mais attention, on trouve toujours énormément d'objets, environ 200. Qualitativement, ça change un peu. On a l'impression qu'il y a moins de sépultures, mais celles qu'on trouve sont encore plus riches, comme si le luxe se concentrait sur une élite encore plus restreinte. D'accord. Géographiquement aussi, il y a un léger glissement. Les sites importants semblent se déplacer un peu vers la rive droite du Dniepr. Et du côté des objets et des images, est-ce qu'il y a encore des nouveautés? Les grandes catégories d'objets restent les mêmes. Bijoux, harnachements, vaisselle. Par contre, on note une absence curieuse. Les stèles de guerriers anthropomorphes semblent disparaître. Alors, est-ce un problème de datation précise pour cette période ou un vrai changement culturel? Difficile à dire. Et les nouveautés alors? Ce qui est vraiment nouveau, c'est l'apparition de plaques appliques en or d'un type particulier qu'on appelle de type monétaire. Elles imitent en fait les stataires d'or de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Ah oui, des imitations de monnaie? Oui. Certaines sont assez grossièrement faites, on pense qu'elles pourraient être de production locale site, d'autres sont beaucoup plus fines, et l'hypothèse est qu'elles pourraient venir de Thrace, la région des Balkans voisines. Ce type d'imitation n'est pas vraiment attesté dans les cités grecques du Bosphore cimérien en Crimée. Intéressant. Ça suggère un changement de contact? C'est possible. D'ailleurs, on voit aussi apparaître à cette époque un nouveau style de harnachement de cheval, avec des motifs un peu différents, notamment des symboles qui ressemblent à des swastikas, qui est un symbole solaire très ancien, bien sûr, rien à voir avec son usage ultérieur. Ce style est souvent interprété comme étant d'influence thrace également. Donc, même vers la fin, on perçoit des influences extérieures, mais peut-être une réorientation. Moins vers les Grecs de Crimée, plus vers les Thraces et les Macédoniens. C'est une des interprétations possibles, oui.
Ces objets semblent indiquer une réorientation des échanges et peut-être des alliances de l'élite scythe à cette période. Bien. On a fait ce parcours chronologique. Maintenant, si on essaye de synthétiser un peu, de revenir aux grandes idées, par exemple, ce lien entre l'art et le mythe. Vous parliez de Raïevski et de la légende des origines des Scythes. Oui, cette fameuse légende, racontée notamment par Hérodote, elle met en scène un ancêtre, parfois appelé Targitaos, parfois identifié à Héraclès par les Grecs. Cet ancêtre a 3 fils. Mhm. Un jour, des objets en or, une coupe, une hache, un joug et une charrue, tombent du ciel. Les 2 fils aînés essayent de s'en emparer, mais l'or s'enflamme. Seul le plus jeune, Colaxaïs, réussit à les prendre. Il hérite donc du royaume scythe. D'accord. Et Raïevski voyait ça dans l'art. Il a interprété certaines scènes très complexes qu'on trouve sur de la vaisselle en métal précieux, comme des illustrations de ce mythe, le vase célèbre de la tombe de Gaimanova par exemple. Si on suit cette logique, alors les nombreuses images d'Héraclès qu'on trouve dans l'art scythe pourraient en fait représenter, pour les Scythes eux-mêmes, leur propre ancêtre mythique Targitaos. C'est une hypothèse séduisante. Et la déesse aux jambes de serpent, celle qui apparaît au IVe siècle, elle a sa place dans cette histoire ou non? Oui, tout à fait. Dans certaines versions du mythe, elle est la mère des 3 fils qu'elle aurait conçus avec l'ancêtre, Héraclès ou Targitaos. On l'associe souvent à la grande déesse scythe Hapi, qui est liée à la terre, à l'eau, au monde souterrain, on dit chtonien. Elle incarne la fertilité, les origines, mais aussi ce monde d'en bas. D'accord. Et c'est là que l'idée soulevée par la recherche qu'on suit devient vraiment intéressante. Est-ce que les Scythes, en voyant arriver l'image de la gorgone méduse grecque, avec ses cheveux en serpent, ses liens avec le monde souterrain, n'y ont pas vu une sorte d'écho, de correspondance avec leur propre déesse serpentiforme et leur mythe fondateur? Une sorte de superposition symbolique? Ils auraient reconnu quelque chose de leur propre univers dans cette image grecque? C'est une possibilité fascinante, oui. Ça montrerait à quel point ces interactions culturelles n'étaient pas superficielles, mais pouvaient toucher à des éléments très profonds de leur vision du monde. Et au-delà des mythes, qu'est-ce que toute cette évolution de l'art, des thèmes, des objets, nous apprend sur la société scythe elle-même, sur son organisation? Le cheval, c'est très martial. Oui, Puis, dès le 5e siècle, on voit que les parures personnelles, les bijoux et la vaisselle de luxe prennent beaucoup plus de place. Ça suggère peut-être que d'autres formes de prestige, liées au banquet, à l'affichage de la richesse, deviennent plus importantes, à côté de la valeur guerrière. D'accord, une société qui se complexifie. Oui. Et un autre indice très fort va dans ce sens. Au 4e siècle, on trouve des objets de prestige, parfois même des armes, mais en miniature, dans des tombes d'enfants. Ah oui, ça c'est significatif. On acquérait par ses exploits personnels, notamment à la guerre, mais qu'ils pouvaient être hérités dès la naissance. On a affaire à une société de plus en plus hiérarchisée, stratifiée. L'art devient donc un miroir de cette stratification sociale. C'est l'interprétation la plus probable, oui. Et la complexité même des images évolue aussi. On part de motifs assez simples, souvent des animaux isolés, à l'époque archaïque, puis on a de plus en plus de sujets avec plusieurs personnages, et au 4e siècle, on arrive même à ces fables, ces véritables petites narrations visuelles. Et qu'est-ce que ça pourrait signifier, cette complexification narrative? On peut y voir le signe que des récits plus structurés, comme le mythe d'origine justement, prenaient une importance croissante. Peut-être pour expliquer le monde, mais aussi et surtout pour légitimer l'ordre social existant, le pouvoir des rois ou de l'aristocratie. Raconter l'origine, c'est justifier le présent. C'est logique. Et cette adoption de motifs grecs, comme Héraclès ou la Gorgone, qu'est-ce que ça nous dit de plus sur leur relation avec les Grecs? Je crois que ça montre bien que ce n'était pas une relation à sens unique, une simple hellénisation passive des sites. Ils ne se contentaient pas de copier ou d'acheter des objets grecs. Ils choisissaient activement des éléments qui faisaient sens pour eux, qui résonnaient avec leur propre culture. Ils les synthétisaient, en quelque sorte. C'est un peu ça. Ils les réinterprétaient. Héraclès devient peut-être leur ancêtre Targitaos. La Gorgone devient un symbole protecteur adapté à leur rite funéraire et à l'équipement équestre. C'est vraiment un dialogue, une appropriation créative. Et les objets eux-mêmes, par leur style, leur facture, leur provenance supposée, nous renseignent aussi sur l'évolution des relations politiques et économiques de l'élite. oui, vous parliez de l'influence du royaume grec du Bosphore en Crimée, au début du IVe siècle. Et puis d'une possible réorientation vers la Thrace et la Macédoine à la fin du IVe siècle. L'art est aussi un marqueur de ces contacts changeants. Une question un peu plus matérielle me vient à l'esprit. Et qui fabriquait concrètement ces objets magnifiques? Est-ce qu'il y avait des artisans scythes capables de travailler l'or avec une telle finesse, ou est-ce que tout venait d'ateliers grecs? Ah, c'est le grand débat. C'est une question très discutée. Pour les pièces les plus complexes, surtout celles qui montrent des scènes narratives avec une iconographie très grecque, comme les vases historiés ou certaines représentations d'Héraclès, l'hypothèse dominante reste qu'elles étaient soit importées directement des grands centres artisanaux grecs, notamment ceux du royaume du Bosphore, soit fabriquées sur commande par des artisans grecs spécialement pour l'élite scythe. Elles arrivaient comment? Commerce de luxe? Cadeaux diplomatiques? Probablement les deux. C'était des objets de très haute valeur, symbolique et matérielle. Mais est-ce qu'on exclut toute production locale?
Les sites n'avaient pas leurs propres artisans? Non, on ne l'exclut pas du tout, surtout pour des objets peut-être un peu plus simples ou plus répétitifs, comme les nombreuses plaques en or faites à l'estampage, ces petites appliques qu'on cousait par centaines sur les vêtements. Il